Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on parle de GraphQL, une technologie qu'on affectionne particulièrement chez Mirego. Développer avec GraphQL, c'est une chose. Opérer un API GraphQL en production, c'en est une autre. Chez Mirego, on a la chance de participer activement aux deux et on aime ça en discuter parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer notre setup. Je reçois aujourd'hui Samuel Garneau et Simon Prévost, deux développeurs qui possèdent une vaste expérience avec GraphQL au niveau du développement et qui sont autant passionnés par l'opération de produits numériques en production. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Chez Mirego, on utilise GraphQL depuis de nombreuses années pour bâtir les API de nos produits numériques. On a bâti une expertise quand même assez solide dans le développement d'API GraphQL, mais une facette dont on parle moins souvent, c'est le volet opération en production d'un API GraphQL. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, en plus de faire un petit wrap de GraphQL. Donc, je reçois deux développeurs qui ont l'expérience avec GraphQL, autant en mode développement qu'opération. Samuel Garneau, développeur lead, et Simon Prévost, développeur spécialiste Elixir chez Mirego. Bonjour, monsieur. Salut. Donc, si, avant de se lancer dans opérer GraphQL en production, si on se fait un petit topo de réintroduction à GraphQL, pourquoi est-ce qu'on utilise ça chez Mirego, c'est quoi GraphQL, qu'est-ce que ça nous permet de faire, de ne pas faire? Good, ben, je peux parler un peu de moi, comment j'ai été introduit à GraphQL. Là, c'est, en tout cas, les années, mettons, je te dirais peut-être 2015-2016, là, que GraphQL, c'était parti chez Facebook, parce qu'eux autres, il y avait des problèmes niveau communication entre l'application mobile, les applications de multiplateformes, maintenant, puis le back-end. Fait que, faire évoluer ça, puis qu'ils continuent à shipper des features en développant leur truc. Fait qu'ils ont développé ce query language-là qui map, dans le fond, de façon abstraite à un graphe. Fait que c'est comme ça qu'ils l'ont défini. Fait que c'est une syntaxe de... C'est une string que tu passes par... Nous autres, comment on l'utilise, c'est par HTTP. Là. Fait que on le passe par une requête HTTP, une string qui définit qu'est-ce qu'on veut comme données. Puis GraphQL, c'est quoi? C'est cette spec-là de comment que je fais pour définir les données que je veux demander à un serveur. Parce que c'est ça la base de GraphQL. Le nom, il dit aussi, c'était pour explorer leur graphe relationnel entre chaque personne, chaque entité qui ont leur DB, puis le QL est pour le query language. Ouais, exact. C'est pour ça qu'ils appellent ça GraphQL. Exact. Fait que nous, comment on a commencé à l'utiliser, c'est vraiment dans ce mode-là. Là, dans le fond, au lieu de bâtir des API REST comme on faisait d'habitude avec /users qui allait exposer une liste de users en retournant du JSON, ben, au lieu de ça, on allait exposer un graphe que tu allais demander, faire une query GraphQL qui allait demander les users avec les champs voulus, puis ça allait dire... C'est qu'au lieu de retourner une ressource complète, là, on donne le pouvoir du côté client de demander comme les fields qu'il a besoin, les champs qu'il veut avoir. C'est comme un changement de mentalité avec ce qu'on faisait en REST, qui était un peu plus de presque mappé, comme la TB, dans un API qui était en mode ressource. On faisait souvent relativement ça. Une ressource, là. C'était vraiment une ressource. Exact. Alors que là, on parle plus en termes de comme... C'est plus granulaire, donc un user, tu choisis ce que tu veux dedans, puis tu exposes juste ce que tu as besoin. Ouais. Mais ça me surprend, Simon, que là, ça fait 3 minutes qu'on en parle, tu n'avais pas parlé de type system. Là. C'est genre, avec REST, c'est beaucoup, OK, donne-moi le user 5. C'est quoi le user 5? Voici des champs, des key values, c'est ça le user 5. Alors que GraphQL il introduit un concept de, ça n'existe pas, en fait, le concept de ressource, ça n'existe pas. C'est, tu as un type user, on a des champs, tu demandes des champs d'un type connu. Ouais, mais en fait, c'est ça, le graphe qui est exposé, c'est vraiment... un typing au complet qui est, je sais pas, c'est quoi? Un type system qui devrait être... Un type system, je vais pas répéter. Ouais, dans le fond, le graphe, c'est ton système, comment il est mappé, à travers ta DB, à travers des ressources externes. C'est pas nécessairement... Tu pourrais faire un API GraphQL qui est pas backé par une DB, là, qui est juste un gateway vers un système externe. Au final, GraphQL, qu'est-ce que c'est? C'est juste une liste de fields dans des objets que tu demandes, puis ces fields-là sont mappés dans le back-end, concrètement, à des fonctions. Un query language. C'est vraiment... Par définition, ouais, c'est ça. C'est une manière de définir... Avec un API. C'est ça, mais dans le fond, GraphQL, c'est une manière de définir comment tu veux exposer des données. Ouais. Puis GraphQL, c'est le langage que tu vas utiliser pour query ça. Dans le fond, le contrat entre le client et le serveur, on s'entend sur cette spec-là de comment on se parle. Ouais, c'est que le typing rend ça encore plus fort,
Puis autant, tu sais, ça rend l'API prévisible, autant au niveau des requêtes que le serveur va recevoir, que des réponses qu'il va donner. Je pense qu'on a comme un bout qui est prévisible, puis ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, là. Puis ça donne aussi un layer de documentation qui vient avec ça. Quand que je demande c'est quoi un user, ben je reçois pas n'importe quel objet qui peut changer tout le temps. Il y a un layer de validation, il y a un layer de sérialisation qui est enforcé par GraphQL qui fait que ça fait quand on fait beaucoup d'applications mobiles, mais quand on fait des applications mobiles, ben, eux autres qui demandent exactement ce type de système-là, il y a un contrat entre les deux. Ben, ça fait que ça fait moins de... Tu parles de documentation, parce qu'au final, vu que c'est typé, mais toute la documentation se génère automatiquement en quelque sorte, puis ça fait que c'est explorable aussi comme API. Ça fait que tu es capable de faire l'introspection du schema, puis de voir comme, OK, je m'attaque mon user et ses feeds-là, au lieu de... En REST, t'es comme plus, tu le reçois, puis après ça, c'est à toi d'en regarder. S'il n'y a pas un humain qui documente ça... Un humain qui la documentation qui est avec REST qui est complètement séparée du code. Ta documentation peut dire un truc qui est complètement faux, alors qu'avec la documentation GraphQL, c'est impossible parce que c'est actually ça qui est exécuté par le serveur. Parce que c'est dépendamment de ton implémentation, en fait. Puis tu sais, ça, nous, nos API GraphQL sont majoritairement Elixir. Il y a des implémentations dans plein de langages. Il t'assure, la librairie va te enforcer que si tu dis je retourne un float, ben si tu ne retournes pas un float, ça ne le retournera pas à ton client, ça va raiser une erreur. Le client qui lui s'attend à un float. C'est ça. Toi, ça dit que c'est un float. Fait que tu n'as même pas à le gérer au niveau client. Ça se peut. Des fois, ça se peut que ce soit un end. Une fois sur deux, c'est un end. Ce que le client a géré, c'est quand même cette erreur-là. La requête va avoir une réponse. Je n'ai pas pu satisfaire. C'est pas soudainement, bizarrement, après un déploiement en prod, c'est un mauvais data, c'est un string. Mais tu peux gérer cette erreur-là de façon assez générique parce que c'est pas à toi d'être responsable de j'ai reçu un int au lieu d'un float. Exact. C'est pas le problème du client. Puis c'est un bon segue avec le tooling client. C'est aussi, mettons, les avantages de GraphQL, c'est ça, versus quand on faisait des API REST, ben, qu'est-ce qui consomme l'API REST? OK, mettons un client mobile, c'est parse du JSON, en fait, fais un call HTTP, somehow avec des headers, des affaires, reçois ça, désérialise ça, map ça selon des classes puis des modèles qui sont gérés du côté du client, alors que, là, mettons, avec des tooling comme Apollo qui va vraiment nous aider à enlever bien du boilerplate, puis bien des trucs qu'on aurait à faire. C'est littéralement, OK, ben c'est ça mon schema, c'est ça mon URL, parfait. It just works. Ça enlève plein de trucs custom qu'on faisait avant avec des API REST, tu sais, dans cette requête-là, je veux tel champ. Dans cette requête-là, je veux telle association qui soit préloadée. Fait que ça enlève ça. Puis le tooling de GraphQL donne ça. Donne que la query que tu exécutes, c'est elle qui va être retournée. Puis tu n'as pas à inventer une nouvelle façon de dire rajoute-moi le paramètre field. Ce que JSON API faisait, il y a une spec qui existe, là, qui a vraiment. Ça a quand même connu d'adoption pas mal, ça, JSON API. C'était comme ça le standard de je vais faire une API REST JSON. JSON API était un semi-standard, à mon opinion. Là, c'était tout le temps, l'aspect qu'elle disait tout le temps doit, peut-être, should. Fait que, dans le fond, c'était un guideline de comment bâtir un API, mais ça disait pas qu'un API, JSON API, allait fonctionner de la même façon. Non, exact. Nous, on le crée ou ce que quelqu'un d'autre, alors que GraphQL reste quand même standardisé beaucoup plus, je pense, que JSON API. Mais JSON API avait quand même cette volonté-là de. Il existait là des tooling client pour dire plug ton URL de JSON API là, puis moi je vais m'occuper de justement. Je veux telle association, parfait, je vais la préloader dans la query puis tout. Fait il y avait cette volonté-là, je pense, mais que ça n'a jamais été massively adopté, je pense. Ouais. Puis là, tu parles de tooling client, mais ce qui a je pense, qu'est-ce qui a fait qu'on l'a adopté niveau serveur aussi, parce que c'est quand même il y a eu un plus gros push serveur que client. Pour, un moment donné, on a dit. Du moins chez Merigo. Ouais, j'ai une initiative de back-end. De dire, là, nous autres, au lieu d'avoir des, techniques, là, mais au lieu d'avoir dans mon modèle user, d'avoir une méthode de toHash, là, ou toJSON, que ça, un user, c'est quoi? C'est ça. Puis là, OK, là, finalement, je veux pas exposer l'email quand c'est pas toi-même. Fait que là, le toHash, il prend toJSON, il prend des paramètres, c'est qui demande ça? Là, okay, c'est quoi le contexte? Puis là, passe dans le fond les paramètres HTTP parce que là, c'est tellement compliqué qu'est-ce que j'ai à faire. Fait que là, au lieu de ça, GraphQL avec le tooling serveur, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? C'est pour chaque field que tu demandes, fait que si, mettons, je demande un user, puis je demande l'email, sur le email, je peux avoir une fonction qui, elle, retourne au lieu de retourner user.email, je peux avoir de la logique dedans qui dit by the way,
mon contexte de requête HTTP, c'est ça. Puis, ben, au lieu d'exposer l'email, je vais exposer Astérix en commercial gmail.com. Attends, au lieu de... Je vais essayer de cacher ça. Puis, certains fils, je vais retourner 1000 au lieu de retourner la valeur. Fait que, tu sais, c'est ça pour toutes les entités de GraphQL, tous les objets, tous les fils. Ils peuvent avoir une fonction associée qui a de la logique custom, ce qui avec un API REST, on n'avait pas le tooling pour le faire. On aurait pu le faire, c'est juste que le tooling n'était pas là. Puis même on peut voir qu'il y a des gens qui ont bâti, puis probablement que ça n'a pas encore en prod d'aujourd'hui, des layers d'abstraction dans des API REST qui ont comme réimplémenté le genre de spec de, tu sais, comme tu dis, le toJSON de ton modèle de la classe user, il prend des paramètres HTTP, mais vraiment quelqu'un qui a bâti une couche au-dessus de ça pour être sûr que quand tu te fais coller avec ton toJSON, t'as le contexte de c'est qui, puis c'est quoi ma requête, puis qu'est-ce que t'as le droit, tu sais, t'as des trucs qui sont permis, pas permis, tu sais. Ouais. Probablement qu'il y a des affaires de fous qui existent, qui doivent marcher à 100%, mais nous, on a choisi d'utiliser un truc qui est, entre guillemets, standard, qui est comme, OK, c'est défini, il y a une spec, il y a quelqu'un qui gère ça, c'est utilisé partout dans plein de sphères de la communauté, fait qu'au moins, on peut se coller sur la communauté. Et non, c'est notre tool qu'on a inventé, puis personne ne connaît. Ouais, exact. OK. Bon, fait que là, puis, mettons qu'on parle des désavantages de GraphQL, sans nécessairement parler d'une solution là, parce qu'on pourra en parler plus tard, parce que des fois, c'est des trucs qui touchent l'opération, mais des désavantages de GraphQL. Un des premières réticences que j'ai eu quand on a mis des API GraphQL, c'était aussi de dropper un peu le protocole HTTP au niveau des erreurs. Un API GraphQL, même si la requête est invalide, elle ne te retournera pas un 400. Si la ressource ne trouve pas, ça ne sera pas un 404, ça va tout être un 200 parce que l'API est capable de répondre. Donc, ça dit, OK, tout est beau. Fait que c'est au client de gérer l'erreur qui arrive puis de parser comme le résultat de ça. Au lieu d'y aller générique avec une spec qui était adoptée depuis de nombreuses années. Parce que dans le fond, la spec de GraphQL n'est pas liée au transport. Exact. Ça a l'avantage de faire que il y a des transports WebSocket qui ont été implémentés pour dire, ben, quand je load ma page, à ce temps, mes queries GraphQL vont passer par WebSocket. Je n'aurai pas à avoir un check à chaque fois, fait que ça va améliorer la performance. Mais il n'y a plus de status code. Plus de status code là-dedans, fait que dans le fond, ça n'a pas rapport dans l'aspect. Fait que là, effectivement, pour faire du custom, pour dire, bon, OK, comment que je retourne mes erreurs, qu'est-ce qui fait que si j'ai une ressource que j'ai pas accès, est-ce que je retourne une erreur, est-ce que je retourne l'île, est-ce que je... Tu sais, ça, c'est un désavantage qui... C'est un custom qu'il faut réinventer à chaque fois, dépendamment des besoins de l'API. Tu sais, je ne serais pas prêt à dire que c'est nécessairement un désavantage, puisque ça a été une petite friction au début par rapport à ce qu'on était habitué de faire quand on consommait un API. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages pour qu'on peut être plus précis dans nos codes d'erreur. Tu sais, justement, on peut retourner, quand on retourne un user, on peut retourner un user ou un blocked user ou d'autres types qui vont te donner du contexte de pourquoi je t'ai pas retourné vraiment un entité user. Ouais. C'est quand même intéressant à ce niveau. Et ça, c'est dans les désavantages, je pourrais aussi dire la friction le changement de mentalité pour les clients aussi. Là. Comme, il y a des clients qui consomment les bières. Oui, c'est ça, les clients, les applications mobiles et web, là, mettons. Tantôt que je disais, c'est compliqué d'avoir un user to JSON, mais pour les cas simples, ça rajoute un layer de complexité. Là, le client qui fait comme, ah là, je veux avoir ma liste de users. OK, parfait, la liste de users, si je vais te retourner, c'est un user. Ah, mais quand tu vas follower quelqu'un, là, ça sera, qu'est-ce que je vais te retourner? Ça sera pas un user, ça va être un follower que lui, il n'a pas le champ password, il n'a pas le champ email, parce que dans le fond, t'en as pas besoin. Tu as besoin du full name puis de l'avatar. OK, mais là, moi, ça m'a pas ce même type-là dans mon code. Fait que là, pourquoi, dans le fond, tu ne me retournerais pas un user au complet à la place? T'sais, ça rajoute pas tant d'overhead de renvoyer juste tous les champs. Puis là, c'est comme, ouais, mais ça l'expose des trucs que tu n'as pas besoin. Fait que c'est cette friction-là de changement de mentalité de le cas simple est plus compliqué avec GraphQL. Là. Ça, c'est sûr. Là. Au niveau du client, parce que ça revient à la question de tantôt. Mais juste plus le back-end qui a amené ce changement-là. Ouais. Les désavantages au niveau du back-end. Il y en a. Non, il y en a. C'est back-end aussi que c'est plus compliqué. Là. Si je te dis, fais-moi une application Elixir, Phoenix, puis fais-moi une route /user qui va me retourner la liste de users à JSON. Tu as pas mal moins de modules à écrire. Moins de modules à écrire que avoir un API GraphQL. Ouais, déclare ton schéma, puis register ton schéma, puis des resolvers, des types. Ouais. Tu as tout inventé du naming là-dessus, puis tout ça. Fait que c'est le cas simple est plus compliqué, mais en évolution de produit, puis en maintenabilité à la longue, puis en danger, en sécurité, même là, le fait de
si j'y ai pensé qu'un user, c'est ce user-là, puis que ton current user, c'est un autre type, puis qui expose pas les mêmes fields, ben ça donne pas la possibilité de... Ah ben quand je retourne la liste de users pour user pas logué, ben j'ai pas les mêmes informations que si je query mon propre user, puis ça c'est built-in dans le type system. C'est pas de la business logic qui est implémentée par quelqu'un, c'est dans ton type system, dans ce que tu as défini au root de ton projet que ça fonctionne. Fait que c'est plus... Attends, je veux le phrase. C'est pas tant plus sécuritaire, mais c'est plus intrinsèquement sécuritaire dans le sens que t'as pas en tant que dev à penser à ajouter cette couche-là de je peux-tu pas. Ouais. Non, mon current user, lui, il expose, mettons, mon email, là, que public, tu veux pas. Mais user, il n'y a pas ce champ-là. Ouais. Fait que j'ai une query qui me retourne. Hey, cette query-là, des fois, là, si je réussis à crafter quelque chose, elle pourrait retourner current user. Non, impossible. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas plus sécuritaire de base, mais ça demande une réflexion et un questionnement qui fait que ça rajoute de l'overhead. Fait que dans les avantages, c'est que ça rajoute de l'overhead, mais ça fait qu'au final, c'est mieux. Mais des fois, l'overhead, ça fait que tu réfléchis plus à ce que tu fais au lieu d'aller plus vite puis de faire des erreurs. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bon de s'arrêter puis d'y penser sur comment on bâtit notre schéma. Exact. Puis, tu sais, là, tantôt, on parlait de... Je vais revenir sur ce que tu as dit. Le status code de HTTP, c'est très, très, très lié à REST. Là. C'est très lié à je cherche une ressource qui a un URI, un URL qui m'est retourné. Ah non, je n'ai pas trouvé la ressource, je te retourne à 404. Fait que ça, c'est très rapide. Mais on parle aussi de... Puis j'avoue que c'est un peu plus au niveau de l'opération. Au niveau du caching, là, on sort un peu le concept d'URL. Tu sais, tantôt, tu as dit, tu sais, on peut pas prendre un 404 quand je fais une requête GraphQL sur un truc que j'ai pas trouvé parce que une requête GraphQL, tu peux, dans un call HTTP, faire 2 queries qui demandent donne-moi le user ID 1 et le user ID 2. Le user ID 1, il est trouvé, le user ID 2, il n'est pas trouvé. Mais dans ce cas, pas retourner un 404. Ça fait une ressource nestée qui est exactement un peu plus loin de comment. Si j'ai pas trouvé de post de commentaire pour cet article-là, ben, c'est pas un 404, là, c'est comme tu retournes vite. Puis c'est ça, c'est tout. Mais tu sais, fait que ça revient encore plus, mais au fait de ce changement de mindset-là, là, en tant que. Oui, même en tant que client, puis là, tantôt, je dis, il n'y a pas vraiment des avantages savants, mais il y en a au niveau infra, au niveau. Il y a beaucoup de choses dans notre manière de travailler qui sont liées à HTTP. Faut pas tomber dans le piège de OK, GraphQL, c'est juste un layer qui est toujours utilisé avec HTTP, on peut prendre ces mêmes patterns-là puis se fier là-dessus. Non, c'est des affaires qu'il faut se questionner de. Je sais pas, tu as mentionné niveau caching, niveau performance, tout ça. Tu sais, tantôt que je parlais que chaque field peut résolver une fonction, ben là, effectivement, tu as des trucs de performance, tu as des trucs que tu peux faire que tu n'as pas besoin dans la requête qui fait que ça va jouer sur le temps de réponse. Là, fait. Mais c'est vrai que les outils, mettons, de caching, mettons, des CDN, tout, c'est souvent basé sur les réponses HTTP, sur les protocoles HTTP il ne cachera pas un 404, il ne cachera pas un 400, mais il va cacher un 200. Mais nous, on retourne tout le temps à 200, même quand qu'il peut avoir une erreur, ben, je trouve que ça risque. Il y a des probabilités que ça soit mis en cache, une erreur de requête qui est invalide. Avec des systèmes qui sont très, très REST spécifiques, mettons. Exact. Puis si, mettons, on parle des... Si on sort un peu de GraphQL, puis on parle des enjeux d'opération puis de maintenance d'un API en général. Là, on va parler de caching, de performance. C'est quoi les autres enjeux qu'il faut avoir en tête quand on maintient? C'est ce qu'on fait chez Mirego depuis 15 ans, là, livrer, mais opérer, puis s'assurer que ces API-là sont maintenables et sont fonctionnels en production. Je sais pas pour toi, Simon, mais tu sais, moi, je sais que faire évoluer un API GraphQL, moi, je trouve ça un peu plus difficile avec les clients parce que vu que c'est typé, dès qu'il y a quelque chose, mettons, que tu veux changer ta logique, bien, si le client s'attend à une réponse X, dès que, mettons, tu as changé le typing, il va tout de suite avoir une requête invalide. Donc, si, mettons, on arrive avec un champ qui était obligatoire avant, puis là, qu'il ne l'est plus, dans une mutation ou quelque chose comme ça. Mais ton point, c'est le côté faire évoluer, mettons, déprecater ou changer un schema. Il faut faire beaucoup plus attention quand on change notre schema. En dev, il n'y a pas de problème. En dev, il n'y a pas de problème. Fais des breaking change tant que tu veux. Mais une fois en production, il est arrivé souvent des fois qu'on rend ce champ-là obligatoire, mais le client, il n'est pas nécessairement au courant parce que c'est un app qui est déployé sur l'App Store. Ça fait longtemps qu'il est là, tout fait que c'est une vieille version. Il va arriver pour faire une query à l'API. Ils ne seront pas d'accord sur le contrat. Puis c'est là qu'ils vont avoir de la friction. Fait qu'il faut vraiment penser plus à ce qu'on fait vu que c'est typé. C'est comme ce couteau à double tranchant. Je pense que ça, c'est le fun et en même temps, il faut vraiment faire attention avec ça. Ouais. Mais des fois, par exemple, ça peut te sauver de. Des fois, tu n'aurais même pas pensé que c'est un breaking change, puis finalement, tu aurais mis ton application en production, puis les autres versions d'avant, il y aurait eu une erreur 422. Oui, puis là, finalement, non, on a mis ce champ-là requis, là, puis si ton type system l'avait relevé, tu l'aurais handlé peut-être différemment côté serveur. Fait que
Ouais. Mais dans les enjeux aussi d'opération, je pourrais dire aussi, ça revient un peu à ce que tu disais, là, quels champs sont utilisés ou pas. Là. Des fois, on expose des champs, puis là, il y a un champ qu'on veut dire, est-ce que lui est utilisé? Process ou GraphQL, tu parles. Juste en mode. Non, en fait, GraphQL va te donner cet insight. Moi, je veux savoir, pas le GraphQL, c'est quoi les enjeux? Pas le GraphQL. Juste opérer un API en prod, là, faire évoluer, c'est un bon enjeu, mais savoir si-tu actually utilisé. Ok, ben alors, je je parlerai pas de GraphQL. Mettons pas GraphQL. Performance. Ouais. Est-ce que ce call-là est performant? Est-ce que l'application mobile ou l'application web va faire? C'est-à-dire, je vais chercher mon home screen. Est-ce que cette query-là est performante? Ça, c'est un enjeu qu'on a tout le temps de comment qu'on peut faire pour améliorer la performance. Qu'est-ce qui n'est pas performant là-dedans? Ouais, ça. En fait, ça, c'est deux affaires. S'assurer que c'est performant, puis après ça, le régler. C'est pas performant. Ouais, je retourne dans un payload JSON de 1000 lignes. C'est laquelle ligne là-dedans qui a pris plus de temps que les autres à se faire fetcher, là? Ouais, OK. Fait que ça, oui. Après ça, évolution des données puis de la structure, évolution du payload, comme tu dis, Sam, un produit, ça évolue dans le temps. Puis là, avec des réalités comme les App Store et les Play Store, c'est qu'on se ramasse avec des code base clients qui sont fichés dans le temps. Mais contrairement, mettons, à une app web, où que dès que tu déploies une app web, généralement, c'est sûr que sur des applications web, maintenant, il faut que quelqu'un refresh. Il y a des moyens de faire prompt. Il y a des moyens, mais sur les apps mobiles, souvent, il va y avoir 2, 3, 4 versions qui vont vivre en même temps, contrairement à du web. Ouais. Puis après ça, au niveau sécurité aussi, tu sais, mettons, opérer un produit, un API. Je pense que les enjeux de sécurité puis de confidentialité d'information, de qui a accès à quoi aussi, ça est un bon, là, de peut-être des affaires que tu prends en développement. Là. C'est peut-être pas quelque chose qui était super conscient en développant le produit plutôt que, OK, c'est en prod, c'est utilisé par des dizaines de milliers de personnes. Oui, c'est performant, mais est-ce que c'est toutes des requêtes qui sont legit? C'est ouais, l'analyse aussi, même qu'on pourrait donner de complexité. Là. Comment le client utilise mon API? C'est des affaires qui sont intéressantes à avoir en production. Est-ce que j'ai un client qui pôle une route tout le temps à toutes les secondes, puis finalement, tu ne pensais pas que l'API allait être utilisé comme ça? Ah, les couches d'utilisation différentes. Parce que c'est un peu ça l'enjeu, parce que le survie à GraphQL, c'est le client qui va bâtir sa requête. Ouais. Tu lui donnes comme, voici tout ce que tu peux faire. Donc, c'est possible qu'il fasse une requête pour tout le data qu'il a besoin pour toutes ses pages pour être prêt pour avoir ça en carte. Exact. Ils peuvent le faire. Fait que, mettons, tous ces enjeux-là, observabilité, performance, évolution de la structure, bon, mettons, parfait, bon segue ça. On parle de GraphQL. Mettons que comment, puis c'est un peu ça le sujet, là, comment est-ce qu'on, nous, chez Mirego, on se sert de GraphQL pour régler ces enjeux-là? Fait que, mettons, au niveau, ou comment le GraphQL nous permet de faire ça? Ouais, nos performances. Ouais, je pense que ça, on est peut-être moins en amont là-dessus, là, de comme faire, d'avoir des métriques, de comme avoir une alerte pour dire si un field qui prend plus qu'une seconde à résolver, des trucs comme ça. Mais je pense que GraphQL nous donne quand même les outils nécessaires pour diagnostiquer quelque chose quand ça arrive. Avoir le data à tout le moins. Là. Exemple, mettons, je vois dans telle page de mon site, puis alors c'est là loadé, puis là tu peux mapper directement la view web à la query GraphQL que ça fait, puis tu peux inspecter la query GraphQL. Ah, voici, tu demandes un niveau de nesting de 10, puis tu demandes des champs que je me semble que je les vois pas dans la page, puis tu peux facilement détecter qu'il y a quelque chose de bizarre qui a été fait, fait que tu peux après ça facilement. C'est là la substance de ce que tu disais tantôt de chaque field qu'on va chercher, on peut injecter une méthode dedans pour faire de l'analyse. Chaque node qu'il y a dans GraphQL, on est capable d'aller granulairement comme dire qu'est-ce qui se passe ici. Ouais. Alors que, mettons, comme on bâtissait nos API REST dans le temps, on ne pouvait pas. C'est plus un. C'était voici du JSON et il fait ça. Alors que là, tu peux aller t'insérer exactement une place spécifique de qu'est-ce qui se passe quand que je vais chercher les emails de mon user. Tu es capable d'aller là, te mettre des analytics, checker, avoir des logs. Ouais, exact. Et puis, même chose au niveau. On peut faire de l'analyse de complexité aussi pour dire la complexité de ma query GraphQL qui est envoyée
J'ai calculé le poids sans résolver les champs, tout ça, mais je suis capable de savoir avec le type system, je suis capable de savoir que tu demandes 2 associations, puis dans chaque association, tu demandes une autre association, fait que ça duplique tout ça, toute la complexité, fait que ta query, je peux te dire qu'elle est trop complexe. C'est bon. Et puis elle peut refuser la con. Versus REST, c'est comme, mais non, tu me demandes ça. Tu sais, pour revenir à ce que tu disais tantôt, Rémi, tu sais, GraphQL est pas seulement backé par NDB. On a des API que quand tu queries un champ, on va aller chercher la réponse sur un autre API. Donc là, tu peux mettre plus de complexité là-dessus parce que tu sais que c'est un peu plus long parce que j'ai encore network à faire. Mais là, en tant que dev, quand tu définis ton field, quand tu définis ton champ, dans ce champ-là, fou, là, lui qui va faire une enquête ailleurs, tu peux dire ça ce champ-là, là, complexité de 100, là, quand quelqu'un le demande, ça va prendre du temps. Fait assure-toi qu'il n'est pas nesté 4 fois. Exact. Ça, c'est une tooling standard qui est supporté par les implémentations serveurs populaires de GraphQL. Fait que c'est pas quelque chose qu'on invente chez Mirego. Non, exact. Mais puis, un truc que tu as dit tantôt, Simon, je trouve ça quand même fascinant. Oui, mettons, analytique de field, tu sais, savoir quel field est utilisé, tu peux le savoir en tant que serveur parce que tu sais qu'est-ce qui t'est demandé dans les queries, parce que tu peux analyser ça. Mais de l'autre côté, en tant que ta page client, vu que ça map à un autre typing client, tu peux savoir, tu peux analyser ton code en disant hey, ma query GraphQL qui demande 10 champs, ben, ce champ-là, le champ foo 2, là, il est nowhere near mon code base. Oui, c'est ça. Puis pas juste en faisant du find and replace, là, tu pourrais vraiment voir ce champ-là, il n'est jamais appelé dans mon code base, donc tu devrais pas le demander. Mais le serveur, il est comme deprecate pas foo 2. Le client le demande, mais non, il n'est même pas utilisé par le client. C'est ça. C'est ça. Fait que tu peux vraiment tu peux faire la stack au complet en suivant un champ au lieu d'être comme une boîte noire entre le client et le serveur. Je t'envoie des données, toi tu maps aussi les données en espérant que j'ai pas enlevé un champ, rajouté un champ, renommé un champ. Fait que tu sais, le GraphQL va donner ça. Côté opérationnel, il va aider à streamliner ça. Pour juste aider la maintenabilité, parce que c'est pas des enjeux qui sont super majeurs. Mettons de laisser un champ dans un payload parce qu'on sait pas qui l'utilise. I guess, là, si ça map sur un champ de DB, que tu as déjà ton objet, que tu es allé chercher dans ta query, I guess, c'est pas tant long, mais ça peut creep out au fil du temps. Là, de comme, OK, là, on me semble ma méthode de toJSON qu'on a créée il y a 10 ans, là, qui est rendue avec 80 fields. Là. Sur le temps de ménage, on peut se baser sur rien. On peut peut-être aller voir le code base des clients qui le demandent, mais là, ça c'est des vieilles versions. Oui, il y a des API privés. Oui, ça met un API public, tu n'as aucune vision sur qui demande le web. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment. C'est comme rendre visible, là, en fait. C'est un peu ça. C'est rendre visible quel champ est utilisé. C'est combien ça coûte de query ce champ-là aussi peut être rendu visible. Puis même, on peut mettre de l'analytics sur les champs. On peut. Tu sais, d'habitude, dans un API REST, on peut dire ton request par minute de ton /users, c'est 700. Tu as eu 700 calls à /users. Mais dans un API GraphQL, tu pourrais dire par minute combien de fois la fonction pour résolver le email a pris. Là. Puis ça, tu peux aller jusque-là parce que le tooling te permet de faire ça facilement. Puis je sais que tu l'as fait dans certains projets, d'avoir aussi un concept d'audit. Tu es capable de savoir que quelle requête est allé chercher ça, puis on est capable de loguer que, OK, tel user connecté avec API est allé demander le user 3, qui a demandé le champ email, puis le champ X. Tu es capable d'aller t'insérer jusque-là. Ouais. Parce que tu as le contexte tout le temps de ta... C'est ça. Tu sais, au niveau audit, au niveau permission, tu peux vraiment aller très granulaire de OK, je suis rendu dans ce champ-là, rendu à résolver une string, là, je peux faire quelque chose avant de donner la string au client, je peux faire toutes les validations que je veux. Mais on parle au niveau sécurité, c'est ça, tu sais, avoir de la sécurité par champ dans un API REST, c'est quand même pas trivial à implémenter, là. Non. C'est beaucoup... Mais c'est faisable, mais c'est des outils internes que tu vas développer, tu vas te bâtir ton vraiment de ça, alors que GraphQL est une spec standard. En fait, c'est plus Absinthe, c'est vraiment là qu'un GraphQL. Absinthe qui est une librairie GraphQL, on pourrait pas l'élixir. Mais tout est faisable en REST, puis en GraphQL, c'est juste que là, on a des outils déjà standardisés un peu pour ce protocole-là. Mais c'est que les outils sont faits comme ça parce que, justement, c'est une spec, c'est pas mappé sur une database automatiquement. Fait que, tu sais, l'implémentation de Node.js, l'implémentation de Kotlin, de Rust, de Go, tout finalement map à un field égale une fonction. Donc, je veux dire, c'est fait comme ça parce que ça n'a pas le choix d'être fait comme ça parce qu'un field pourrait faire un call HTTP pour aller chercher cette information ailleurs. Fait que ça n'a pas le choix d'être une fonction. Tout est finalement un field d'une fonction. C'est ça qui
la puissance de tout, c'est ça. C'est ce côté, c'est simple, slash pur, mais au final, qui est quand même assez complexe. Une fois tout mis ensemble. Tu sais ce qu'on parlait tantôt d'overhead. Il y a un certain overhead à utiliser ça, mais ça te donne tellement des possibilités après ça. Mais le tout, mais ça donne tellement du tooling comme granulaire et le fun. je pense que ça, la force, c'est le tooling d'implémentation de saveur, comme Absinthe. Elle va tellement rendre ça elixir-friendly ou developer-friendly. Comme tu le sens putain. Et même à l'autre bout du spectre, tu as Apollo, tu sais, le client qui va. Puis Apollo qui est vraiment très fort sur toutes les plateformes partout qui évolue. Unifier un peu ça. Unifier le standard et tout. C'est un charme à utiliser. Ben, ce que je veux dire par rapport à la sécurité, c'est, mettons, des outils. Puis je pense que ça revient un peu à ce que tantôt on disait sur le fait qu'il y a beaucoup d'outils qui sont mappés sur du REST. Là. C'est comme, mettons, des outils comme CanCan, des librairies qui vont avoir, OK, ben je prends un prédicat, OK, est-ce qu'en tant que user, je peux faire un view sur ce user-là? C'est ressource en ressource. Exactement, c'est ressources encore. Alors, fait que ça devient facile, ça devient faisable de le faire, de la sécurité là. J'ai-tu le droit de voir le user Simon Prévost? Oui, OK, mais pas son email. Tu sais, comment tu définis ça après? C'est, encore une fois, ça revient à ce qu'on dit. Il faut s'inventer du tooling autour de ça. Puis, le truc qu'on va parler encore, qui est le tooling que tout le monde parle d'habitude quand on parle de performance, GraphQL et de « Oh, mais là, c'est genre GraphQL, caching, HTTP. Comment est-ce que je demande mon user, ou ma liste des posts récents, là, qui est la même pour tout le monde, là, qu'on soit 4 personnes à la demander en 2 minutes. Là. Pourquoi faut que je repasse tout le temps mon savoir? Je peux pas juste cacher ça là, comme un bon vieux call REST/post, puis ça me redonne un 200 avec un cache control, puis je peux le cacher dans un CDN ou un reverse proxy. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas de solution. Non, en fait, il y a plusieurs solutions. Tu sais, mettons, au début du podcast, je parlais que c'est Facebook qui est un peu arrivé avec cette idée-là. Puis, tu sais, eux autres, évidemment, quand ils utilisent leur client iOS pour aller chercher l'information sur GraphQL, ils font pas un post /GraphQL avec voici les fields que je veux, puis la query d'1 kilomètre de long qu'il fait pour générer ton feed Facebook. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, des choses documentées qui ont fait, qui faisaient. Eux disent, c'est ça. Je sais pas quelle année, mais bref, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'ils ont déjà fait à un moment donné, c'est que, mettons qu'ils font le home screen, le feed, mais ils vont faire, mettons, /GraphQL /feed, avec pas de body, pas de query, puis ça, c'est dans le serveur que /feed, ça map à une query GraphQL, qui après ça va être resolvé de la même façon, puis qui va être retourné au client. Puis tu sais, là, je dis /feed, mais tu sais, évidemment qu'ils font /feed appendé avec le numéro de la version. Ou dans l'user agent, ils sont capables de mapper, savoir c'est quel avec le serveur sait qu'il veut le faire. C'est ça. C'est la version de iOS 1.32.48. Donne-moi le feed. Ben ça map à une query GraphQL. Qu'eux autres, ça va être qui va pigner 10 000 services différents pour aller chercher toutes les informations nécessaires puis te leur donner. Fait que là, après ça, là, avec ce get-là, ben là, si on parle de CDN puis tout ça, puis d'authentification, de qu'est-ce que tu caches pour quel user, ben là, ça devient possible parce que là, à ce temps, GraphQL, dans leur cas, c'est un détail d'implémentation de savoir. Mais tu perds, en le faisant de cette façon-là, tu perds quand même une notion importante de GraphQL qui est c'est au client de crafter sa requête. Mais c'est le client qui crafte la requête. Il est juste pas bundlé dans la requête. Le dev, quand ils soumettent à App Store, toutes les queries dans le code source de l'app s'en vont dans la DB de call. Ils le font de cette façon-là. Ils font de cette façon-là. C'est pas un dev backend ou une dev backend qui implémente le call feed. C'est quelqu'un c'est ça. Qui le popule. C'est ça. En fait, c'est ça. Fait que c'est un détail d'implémentation en production. Parce qu'en développement, ben là, tu as toute la puissance de les clients, quand ils arrivent, ils font je veux rajouter un nouveau field dans les commentaires on ajoute des nouvelles réactions animées. Ben, je vais taper dans réaction, puis je vais faire autocompleted à réaction animée parce que je me fie sur la documentation live de GraphQL en production. Puis quand je pousse ma build sur l'App Store, ben, ça transforme toute cette grosse query-là en /GraphQL un ID unique de ma query que ça fait. Parce qu'on a récemment travaillé sur les pierres où on avait besoin justement de plus de caching parce que les réponses étaient génériques pour la plupart des utilisateurs, puis on voulait pas avoir à rebâtir et à recomputer à chaque fois pour chacun. Puis on est allé vers les... je sais pas à quel point c'est récent comme concept. Tu mentionnes que Facebook l'a fait de cette façon-là, mais tu sais, les Automated Persistent Queries, qui est dans le fond un moyen pour le client de dire « Donne-moi la réponse de la requête 3 ». Là, le serveur va dire « Mais je connais pas la requête 3 ». Ah!
Fait que là, les clients vont dire, ben voici la requête 3, garde-le pour la prochaine fois, je vais te le demander. Donc là, il y a une cache au niveau de l'API de savoir c'est quoi les requêtes qui vont se faire demander. Ouais. Donc après ça, l'API va te donner un hash, puis après ça, toi, en tant que client, tu te juste dire, ben mais là, je veux la réponse à la requête 3, puis là, tout de suite, on s'entend, je connais cette réponse-là. Donc, ça permet de réduire comme la taille de ce qui est envoyé via le network, puis ça permet de mettre en cache avec un CDN assez facilement parce que tu passes tout le temps une clé de requête sans avoir à me dire quel field tu veux, parce que je le sais déjà, tu me l'as dit, c'était quoi la réponse. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant. Puis tu sais, ça, c'est semi-récent. Là. Ça fait quand même une couple d'années que la communauté fait ça parce que ça a l'avantage que tu as tout le caching, mais tu n'as pas le désavantage de faut que ton info complet, ton build system, faut que tout le monde soit aware qu'en production, tu peux pas query n'importe quel field. Puis en développement, là, il faut que tu builds certains trucs. Fait que tu sais, Ce qu'on faisait avant, on avait des persistent queries dans certains projets. Dans le projet avant, lui qui est essentiel, effectivement, qu'on avait une implémentation un peu pas broche à foin, mais très, très basique. T'avais des persistent queries sans le automatique. Exactement, c'était des PQ. Là. C'était on avait une liste de, voici tel hash de 60 caractères de long, puis ça map à tel query. Puis là, mais ça, au niveau expérience de dev, en tant que dev, client, c'était pas tant hot. Donc, parce qu'ils peuvent dire, finalement, j'ai besoin de ce field-là. Il fallait absolument qu'ils le mentionnent. C'est pas vrai qu'ils pouvaient le faire parce que de la manière que l'app mobile était montée, c'était OK, en dev, passe ton payload, passe ton body pis tout, passe ta query, mais en prod, là, map tout sur les ID. Fait que l'overhead qu'on avait, c'est quand on était rendu, OK, là, on fait une build de prod, OK, régénère-moi toutes les ID de query unique, d'un coup que ça a changé dans l'app mobile, mets-le dans l'API, puis parfait, on peut déployer. Fait qu'il y avait pas il y avait un côté pas tant automatique, mais il y avait un côté du tooling qu'on se les générait. Mais c'était pas on the fly. C'était pas on the fly en prod. Parce que ça, c'est cool parce que ça, un coup que tu as soit les automatic persistent query ou les persistent queries, c'est que tu peux après ça dire, tu peux avoir le même analytique qu'on parlait tantôt. Ouais. OK, quelqu'un, qui est-ce qui utilise encore le field email domain du user? Puis après ça, tu peux aller voir toutes tes automatic persistent queries, puis tes persistent queries, puis faire comme, OK, la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé, c'est il y a 6 mois. OK, parfait. Dans le fond, il y a personne qui l'utilise. Je l'enlève. Fait que tu sais, même avec tout ça, rajouter cette layer de complexité-là, tu perds pas quand même. Tu perds pas l'analyse de complexité, tu perds pas l'analyse d'utilisation, puis tu perds pas l'analyse de performance de tout ça. Fait que ça reste quand même GraphQL, c'est juste un layer au-dessus qui permet de régler un problème qui avait été introduit par GraphQL au niveau du caching. Qu'on avait avec du HTTP, du RESTful, qu'on n'avait plus avec GraphQL. C'est venu à régler ce problème-là, qui est une solution qui est quand même élégante. Exact. Mais tu sais, c'est ce qui est intéressant, ce concept-là de Persistent Queries, ça fait partie de la spec ou c'est un truc, genre c'est quelqu'un d'autre qui a développé ça, mais qui s'est rendu un peu un genre de standard de facto que tout le monde. Mais c'est ce qui est cool avec cette communauté-là, c'est que, OK, on veut améliorer, voici les problèmes. Puis c'est pas, OK, oui, mais ça, patch ça, là, ça va régler les problèmes, puis ça va en causer 2 autres. C'est que non, on va se trouver une solution qui va accommoder tout le monde, mais qui dénaturera pas GraphQL. Fait que c'est intéressant. Mais je pense pas que ça fait partie de l'aspect. Puis l'aspect GraphQL, elle change pas tant que ça non plus. Là, ils veulent pas non plus. Un field de fonction. Mais ça fait pas partie de l'aspect GraphQL. Mais c'est parce que c'est, un peu comme tu disais, c'est au niveau du protocole de communication, c'est pas GraphQL. C'est au niveau de comment tu discutes. Le fait que le serveur soit au courant du hash de la query, c'est pas GraphQL qui a besoin d'avoir comme son oui-dire là-dedans. C'est vrai. Non, parce que ça, c'est toi, en tant que serveur, tu reçois un hash, après ça, tu le maps sur une query, puis là, c'est GraphQL. Exact. Non, c'est vrai que ça fait pas partie de l'aspect, c'est sûr, parce que, non. C'est probablement peut-être dans la documentation des recommandations. Ou c'est un peu comme, mettons, le /contrib ou /extension, là, c'est comme, c'est pas mal ça que le monde fait, mais c'est pas dans l'aspect, parce que le scope de l'aspect n'est pas aussi large que ça. Non, mais c'est pas dans le protocole, comment tu discutes avec ton c'est ça. Mais c'est un standard de communauté, mettons, c'est que les gens utilisent. OK. En terminant, messieurs, si je vous demande de me mentionner une seule chose qui pourrait améliorer notre setup d'opération des API GraphQL en production, ça serait quoi? Sam? Je pense que jusqu'à maintenant, on a manqué des opportunités au niveau d'une feature qui s'appelle les subscriptions de GraphQL qui permet d'avoir comme une connexion un peu en temps réel avec l'API pour avoir être subscribe ou mettons, recevoir des mises à jour. Recevoir comme via WebSocket. Via WebSocket, tu as une connexion constante, puis dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu reçois tout de suite des réponses, la réponse se met à jour. En ce moment, généralement, on utilise plus une stratégie de polling
où on va aller voir aux 3, 4, 5 secondes s'il se passe de quoi au niveau des notifications, puis tout dans nos applications, mais on pourrait utiliser Subscriptions pour avoir vraiment en temps réel ce qui se passe entre l'API puis le client. Mais ça me fait réaliser, on disait, puis là, c'est peut-être une question complètement weird, mais vu qu'on fait du polling, tout, on dit qu'on leverage plus les performances du client. Tu sais, de dire, tu sais, mettons, j'essaie de phraser là, on fait, mettons, un diff, plutôt que de dire, OK, on va faire une subscription pour recevoir juste le nouveau stock, on refait un gros call, on demande tout le payload, on shoot ça à mon component, le component va faire le diff, puis tout, OK, parfait. Fait exact. Généralement, ça nous concept de pagination puis de curseur, ça, pour les notifications. C'est comme donne-moi toutes les notifications après la dernière que j'ai. OK. Mais oui, effectivement, je pense que ça règle pas nécessairement un gros problème, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on aimerait jouer. C'est-à-dire que le côté client-side, on est capable de le contourner sans que ça nous fasse un genre de « Oh my God, OK, là, j'ai le subscription. » Un utilisateur de l'app que tu polls aux 3 secondes ou que tu l'ailles live, ouais, c'est ça. Il y a très peu de différence, mais au niveau technique, c'est comme une partie qui serait intéressante. Mais c'est ça, en fait, de right way to do it, ça devrait être ça. Ouais. OK. Mon point, c'est aussi lié à ça, là, c'est d'utiliser plus des features de GraphQL qui sont pas nécessairement encore dans l'aspect, mais qui sont un peu en mode exploration, mais qui sont implémentés dans plein de langages. Là, je pense à des directives spéciales de live, de deferred, là, de faire que on a quand même ces problèmes-là présentement dans des applications l'application demande plus de données qu'il en faut pour montrer quelque chose au user, mais qu'après ça, il y a quand même besoin de ces données-là pour afficher des écrans qui sont peut-être pas affichés tout de suite au user. Fait que, pour améliorer la performance je monte déjà l'UI au user, mais je continue à loader des trucs. Il y a des directives GraphQL Live qui permettent de... Tu sais, c'est un peu lié au subscription, mais le fait de... Tu demandes ça à ton serveur, le serveur te retourne tout de suite une réponse que tu peux afficher tes données, mais qu'après, il reste la connexion. Une réponse incomplète. Une réponse un peu incomplète, puis après ça, il patche sa réponse au final avec soit une connexion HTTP qui ne ferme pas ou une subscription. Fait que tu sais, je pense que nos prochaines étapes, c'est d'utiliser encore plus les features bleeding edge de GraphQL pour vraiment bénéficier de tout ce qu'on a parlé, plus des choses qui auraient été vraiment plus complexes à faire avec REST. Et je pense que ça résume bien la discussion parce qu'il y a tout le temps des solutions pour pallier à ça. On est capable de faire une requête pour ce qui est là, puis en background, tu vas faire d'autres requêtes. Ouais. Mais GraphQL te permet de le faire d'une façon plus élégante. C'est un peu sur tout ça qu'on disait GraphQL REST. On dit que GraphQL est là pour nous aider à avoir du meilleur tooling. On peut tout le temps faire bien avec d'autres choses, mais GraphQL nous donne tellement des bons outils. Ouais. Mais dans les 2 points que vous avez nommés, on dirait que c'est quelque chose qui est plus simple. On dirait que ça s'adapte, ça fit mieux avec GraphQL qu'avec REST. Tu sais, versus ce qu'on a dit, c'est comme, OK, mais là, le caching, en fait, REST, c'est quand même built-in pour ça, les URL, les codes d'erreur, puis tout. En fait, avec GraphQL, on a de quoi. Mais ça, genre le subscription, donne-moi juste des morceaux de la réponse qui sont live, puis ça, des directives qui, oui, il y a live, puis de defer, c'est une spec juste, les possibilités sont infinies. Ouais. Là, on dit que c'est comme, OK, on est rendu au next level. On n'est plus en train de rattraper REST. C'est comme, OK, à ce temps qu'on a un GraphQL, qu'on s'appuie là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Là, on se bâtit une expertise de... Là, oui, ça rajoute un overhead, mais c'est vraiment cool ce qu'on fait. Là, next step, c'est on fait des choses qu'on pensait même pas pouvoir faire avec REST. Merci beaucoup, messieurs. Vraiment intéressant. Plaisir. Merci. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.